À tous. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de ces journées d'avoir pu mettre en place cette visio. Et donc, je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée sur le genre Arvicola à partir de données génétiques et d'analyses morphométriques. Alors, au niveau des campagnols du genre Arvicola, on distingue deux types de formes, des formes fouisseuses et des formes aquatiques. Alors, les formes aquatiques, par exemple, qui correspondent à l'espèce Arvicola sapidus, donc cette espèce ne comprendrait que des formes aquatiques. Par contre, il y a l'espèce Arvicola amphibius, avec tous les problèmes que pose cette espèce, qui comprendrait des formes aquatiques et des formes fouisseuses. Alors récemment, donc il y a un auteur qui a réétudié ces différents types de formes et il a mis en évidence donc des différences de morphologie au niveau du crâne entre les formes aquatiques et les formes fouisseuses. Mais la question de savoir si cette différence de forme était suffisante pour pouvoir en faire deux espèces reste posée. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si on mettrait une ou plusieurs espèces d'Arvicola au sein d'Arvicola amphibius. Alors, juste un petit rappel historique sur le genre Arvicola. En fait, le nombre d'espèces dans le genre Arvicola a beaucoup varié au cours du temps, avec par exemple, juste quelques exemples, avec 7 espèces décrites en 1912 par Miller et ramenées à une seule espèce par Ellerman et Morrison Scott en 1951. Plus récemment, dans le Mammal Species of the World, il y a 3 espèces qui ont été retenues, Amphibius, Sherman et Sapidus. Et dans le Handbook of the Mammal of the World en 2017, 4 espèces ont cette fois été retenues, Amphibius, Italicus, Monticola et Sapidus. Et enfin, en 2019, il y a une nouvelle espèce qui a été découverte en Iran, Arvicola persicus. Donc on se retrouve en fait avec 5 espèces potentielles dans le genre Arvicola, Amphibius, Italicus, Monticola et Sapidus. Alors, pour étudier le genre Arvicola, on utilisait 2 approches, une approche de phylogénie moléculaire et une approche d'analyse morphométrique. Donc, pour ce qui est de la phylogénie moléculaire, on a pu récolter plus de 145 échantillons en Europe grâce à de nombreux collecteurs que je remercie. À l'aide de ces échantillons, on a séquencé un gène mitochondrial, le cytochrome B, et on a combiné ces données avec les données génétiques qui étaient disponibles dans les banques pour Arvicola amphibius, Arvicola sapidus et Arvicola persicus. Donc pour Arvicola amphibius au sens large, c'est-à-dire qu'il comprenait aussi des individus qui avaient été identifiés comme terrestris ou Monticola ou Sherman, on avait 236 séquences et 102 localités qui sont indiquées ici. Et en plus, quand on avait l'information pour chaque individu, on a indiqué si on savait s'il avait été identifié comme de type fouisseur ou comme de type aquatique. Alors, on a donc reconstitué la phylogénie moléculaire à l'aide du cytochrome B. Alors, la phylogénie du genre Arvicola, on a Arvicola sapidus à la base de la phylogénie, suivi d'Arvicola persicus. Et on a ensuite 4 lignées qui sont regroupées sous le nom de Arvicola amphibius au sens large. Une première lignée qui comprendrait à dominante fouisseur, 88% d'individus fouisseurs. Une deuxième lignée qui, elle, serait plutôt à dominante aquatique, avec 61% d'individus aquatiques. Et enfin, ensuite, une troisième lignée qu'on ne trouve qu'en Turquie et pour lequel l'échantillonnage est très réduit et qui ne comprendrait que des individus aquatiques. Et enfin, en Italie, une quatrième lignée qui est moitié aquatique, moitié fouisseuse. À partir des données du cytochrome B, on a également estimé la divergence génétique, ce qui vous est indiqué ici. Entre les lignées 1, 2 et 3, on a en gros des différences relativement faibles qui sont entre 3 et 4%, alors qu'entre la lignée 4 et les 3 autres lignées, on a des différences plus importantes qui tournent plutôt autour de 5%. Donc cette donnée, donc la divergence génétique, ainsi que des informations publiées par certains auteurs comme un possible début d'isolation reproductive, nous a conduit à faire de cette lignée 4 une espèce séparée, à proposer pour cette lignée 4 une espèce séparée. C'est une espèce qui avait déjà été proposée. Donc on se retrouverait donc avec 4 espèces dans le genre Arvicola, Arvicola amphibius, Arvicola italicus, Arvicola persicus et Arvicola sapidus. Donc, si on reprend la carte de tout à l'heure, mais en mettant cette fois la répartition des différentes lignées génétiques, on a donc la lignée 1 qui est plutôt ouest européenne,
La lignée 2 qui serait plutôt eurasiatique, puisqu'on la trouve ici jusqu'en Russie. La lignée Italicus qui est ici en Italie et la lignée turque ici avec juste 2 individus en Turquie. Donc on a ces 4 lignées génétiques et on peut s'apercevoir quand on regarde en parallèle la carte avec le type aquatique ou fouisseur qu'en fait au sein des lignées on va avoir un mélange de formes aquatiques et fouisseuses, même si on a une dominance de forme fouisseuse dans la lignée 1 et de forme aquatique dans la lignée 2. Alors, pour compléter cette étude génétique, on a également réalisé une analyse de morphométrie sur le crâne en s'intéressant à 2 éléments, la taille et la forme. Donc, cette analyse de morphométrie a été réalisée en utilisant alors des points repères ou landmarks qui sont ici repérés sur le crâne. Donc, qui sont situés à des endroits reconnaissables du crâne, qui sont faciles à retrouver d'un crâne à un autre. Et on a complété ces 22 points homologues, donc ici en rouge, par ce qu'on appelle des semi-landmarks ou des points glissants qui vont être des points qui vont être répartis en fait le long de cette structure, l'arcade, et qui donc vont pouvoir varier d'un individu à l'autre. Alors pour ceux qui connaissent, on a réalisé pour comparer les différents crânes une superposition Procrus généralisée qui réalise une standardisation par la taille, la position et l'orientation. Et donc ça nous permet de comparer les crânes entre eux. Donc, on a commencé par réaliser une comparaison de taille des différents crânes. Alors, mis à part Arvicola sapidus, qui est ici, qui est beaucoup plus grand que les autres Arvicola inclus, on n'a pas de différence significative de taille entre les lignées, qui sont reportées ici, ni entre les formes aquatiques et les formes fouisseuses. Donc, on ne peut pas les distinguer par la taille de leur crâne. Alors ensuite, on a regardé la signature morphométrique du crâne. Donc sur le crâne, on vient regarder la forme. Donc pour ça, on a utilisé les coordonnées alignées et on a réalisé des analyses multivariées. Donc pour ceux qui connaissent, on a réalisé une analyse discriminante qui maximise la variance intergroupe par rapport à la variance intragroupe. Donc ça, c'est ce qui est reporté ici sur ce graphique. Donc vous avez ici les deux premiers axes de l'analyse multivariée. Donc dans un premier temps, on s'aperçoit ici que le Arvicola sapidus, la forme aquatique, est très bien séparée de tous les autres Arvicola analysés. On a ensuite un deuxième groupe ici qui comprend les individus de la lignée 2 d'écotype aquatique, bien séparés des individus de la lignée 1 de type fouisseur. Et finalement, les individus de la lignée 2 de type fouisseur ont en fait une position qui est un peu intermédiaire entre les individus aquatiques de la lignée 2 et les individus fouisseurs de la lignée 1. Donc, ce qui indique qu'il y a à la fois une composante génétique et non génétique dans la forme de leur crâne. Alors, on s'est ensuite intéressé aux questions d'adaptation et de plasticité pour la forme du crâne. Donc, on s'est intéressé d'abord à la signature phylogénétique qui est indiquée par le fait que plus les individus sont divergents génétiquement, plus les formes sont divergentes. On s'est ensuite intéressé à la signature adaptative en comparant les crânes des 2 lignées, des lignées 2 à majorité aquatique et la lignée 1 à majorité fouisseuse. Donc, c'est ce qui est illustré ici, avec des changements de forme qui s'observent entre la lignée fouisseuse et la lignée aquatique. On s'aperçoit que dans la lignée fouisseuse, on va avoir une expansion des muscles masséters qui se visualisent sur le crâne par une expansion ici au niveau de l'arcade. Et on a également des incisives qui vont pointer vers l'avant, liées peut-être à l'utilisation des dents pour creuser. Donc ça, c'est au niveau d'une signature adaptative entre les lignées. On a également une signature plastique entre les lignées, au sein des lignées, pardon. Et là, c'est plutôt une réponse à une versatilité écologique, donc des différences d'écologie au sein même d'une lignée entre des aquatiques et des fouisseurs. Donc, on l'a fait au sein de la lignée 2 puisque c'est la lignée pour laquelle on avait suffisamment d'échantillons. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a un changement de forme qui est un peu similaire ici au niveau de l'arcade zygomatique entre les fouisseurs de la lignée 2 et les fouisseurs de la lignée 1. Donc, au niveau du crâne, on a à la fois des influences génétiques et non génétiques sur la forme, avec une signature phylogénétique où on voit les différences de forme qui augmentent avec la différence génétique. On a ensuite une réponse à la sélection qui se traduit par des différences adaptatives au niveau de la forme du crâne.
Et on a également mis en évidence des facteurs non génétiques qui sont dus notamment à la plasticité et au fait que on peut observer des remodélages osseux au niveau du crâne. Alors, au niveau de la structure génétique et de la morphologie crânienne cervicola, donc les données mitochondriales du cytochrome B nous ont permis de mettre en évidence 4 espèces dans ce genre. Arvicola amphibius, qui contiendrait 3 lignées, Arvicola italicus, Arvicola persicus et Arvicola sapidus. Au niveau de la morphométrie, on a mis en évidence une composante génétique de la différence de forme entre les lignées, mais également une réponse plastique à la versatilité écologique au sein des lignées. Donc, pour poursuivre, bien sûr, il faudrait avoir des marqueurs moléculaires complémentaires, notamment des marqueurs nucléaires. Il faudrait également préciser les limites entre les lignées et entre les espèces, et également approfondir les approches morphométriques pour rechercher éventuellement de nouveaux critères morphologiques. Alors, pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette étude et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous pour cet exposé très pointu. Alors, on a 2 questions pour le moment. La première qui nous dit que donc Joanne Michaud et les collaborateurs ont montré que les marqueurs mitochondriaux ne correspondaient pas au nucléaire. En sait-on plus pour résoudre le fameux nœud gordien de ces écotypes? Alors, Joanne Michaud a participé à cette étude. Alors, marqueurs mitochondriaires et nucléaires, en fait, parfois ils peuvent correspondre. Ça dépend vraiment des organismes. Selon les organismes que j'ai pu étudier, en fait, parfois les phylogénies nucléaires et mitochondriales correspondent, parfois elles correspondent pas. Et donc là, effectivement, pour pouvoir répondre à ces différences, effectivement, des marqueurs nucléaires pourraient être intéressants pour pouvoir préciser certains aspects des relations entre les différentes lignées, voir aussi savoir si ces lignées résisteraient en fait quand on utiliserait des marqueurs nucléaires. D'accord. Alors du coup, avez-vous des pistes pour exploiter des données génétiques nucléaires? Un génome complet est-il disponible dans les banques? Alors, il y a un génome complet, je sais pas dans quel état il est, mais il y a des données génomiques dans les banques. Et sinon, après, il y a d'autres approches de génomique qui peuvent permettre d'étudier plusieurs individus. Donc, comme par exemple des approches, je sais pas s'il y en a qui connaissent comme le RADSEQ ou qui utilisent en fait des polymorphismes nucléaires qui pourraient permettre d'étudier de manière peut-être plus fine les relations entre les différents groupes. D'accord, merci. Il y a assez peu de questions, hein, j'attends un petit peu. On a encore un petit peu de temps, Dominique? Oui, Thomas, on a encore un peu de temps. Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il y a une question. Que pensez-vous du nom Monticola? C'est le nom qui avait été donné à une des espèces. On pourrait peut-être le garder pour le donner à une lignée. Donc, ça pourrait être, une discussion qui pourrait être, c'est savoir si on pourrait éventuellement peut-être utiliser ce nom pour peut-être un niveau de sous-espèce. D'accord. Alors, toujours Gabriel Métainier, encore merci pour toutes ces questions, Gabriel, parce que tu alimentes bien le sujet. Des équipes travaillent actuellement sur le RADSEQ, justement. Alors, je ne comprends pas la question. À la recherche de signaux de spéciation, c'est ça? Oui, justement, nous, dans l'équipe, justement, au LBBE, on utilise du RADSEQ pour... on a des études en cours sur différents mammifères pour justement séparer des espèces ou des sous-espèces aussi. Et on a montré que le RADSEQ pouvait être utile justement pour séparer les différentes espèces, mais également pour faire aussi des recherches. Nous, on travaille aussi sur des problèmes d'hybridation entre certaines espèces. Donc, d'accord. Et en même temps, vous lisez en même temps que moi, donc oui. Voilà. Avez-vous pensé à la transcriptomique? C'est très précis. La transcriptomique, c'est les titres de l'ARN et c'est vrai que nous, on n'a pas pensé à le faire pour des raisons de peut-être plus de complexité pour récupérer des échantillons exploitables.
D'accord. Et sur la question de l'antériorité terrestris amphibus, il y a Stéphane Oulenier qui a fait une remarque sur ce sujet tout à l'heure. Écoute, on peut peut-être, Dominique, je pense qu'on peut poursuivre. Oui, on va poursuivre. Merci. Merci.